WooTalk, la voix des créateurs. Plongez au cœur de l'écosystème de la Creator Economy. Découvrez les liens qui unissent les créateurs de contenu à leur audience dans une dynamique inédite. Rendez-vous ici, là où les idées fleurissent et où l'avenir se dessine. Je suis Déborah et chaque semaine, j'échange avec vos créateurs de contenu préférés pour comprendre le rapport qu'ils entretiennent avec leur communauté. Ensemble, découvrons leur histoire. Bonjour Christina, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super, merci beaucoup de venir sur ce WooTalk, sur ce podcast, super gentil. C'est à tous les plaisirs, c'est les miens. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Alors du coup, donc, je ne sais pas par où commencer, brésilienne, auteure, entrepreneuse, conseillère en images, star de la télé. Comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui? Tout d'abord brésilienne, ça c'est oui. Quelqu'un qui est passionné pour la mode et que j'utilise la mode, j'utilise la mode pour faire du bien aux gens, pour que les gens se sentent se sentent bien dans leur peau et qu'ils se sentent avec le empowered, avec du pouvoir, bien dans sa peau. Et ça, c'est tout ce que j'ai appris pendant ma carrière de mannequin, que j'ai pu mettre ça au service du grand public. À l'époque, quand je lançais le conseil en image, c'était en 2004, donc la mode, elle n'était pas vraiment démocratisée. C'était le début d'avoir des boutiques et des prix pour tout le monde. Et donc, voilà, je suis une personne qui a utilisé tout ce que j'ai appris en tant que mannequin dans la mode pour faire les gens se sentir bien dans leur peau. Et comment t'es venue cette passion de la mode? Raconte-moi un petit peu, ça vient du Brésil, de ton enfance? Ouais, en fait, depuis que je suis petite, je voulais être une star. Je voulais être mannequin. C'est chose faite. Depuis que j'étais petite, je voulais faire la télé. Et en plus, depuis que je suis petite, je fais des danses. Et moi, mon objectif, c'était la fin de l'année qu'il y avait la danse de l'école, quoi. La danse de l'école des danses, qui allaient mes parents aller voir et tout, que je me maquillais, que j'avais le déguisement, la tenue et tout ça. Ça, c'était pour moi le moment important de l'année pour moi. Donc voilà, j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé la lumière et puis j'ai toujours aimé la mode. Donc ça, c'est un rêve depuis que je suis petite. Et donc du coup, tu as commencé au Brésil, ensuite tu es arrivé en France. Il me semble que après, donc, on a dit que tu es devenu mannequin et je pense que raconte-nous un peu cette histoire. Je crois qu'il y a une anecdote un peu sympa. Il me semble que ton succès dans le mannequinat, pardon, c'est un mélange un peu de persévérance. Tu as bousculé la chance. Comment t'es arrivé au sommet du mannequinat? Bon, alors déjà, moi, j'ai commencé le mannequinat au Brésil. Et moi, mon rêve, c'était d'être mannequin international. Moi, je voulais être le top du top. Je voulais être un top modèle. Et j'avais des mannequins qui c'était mon idole et que je voudrais suivre un peu le chemin qu'elles ont fait. Et puis, quand j'ai fini mes études, il y a une agence en Espagne qui est venue m'appeler pour essayer la carrière en Europe. Et moi, j'ai saisi l'occasion. J'ai dit à mes parents, bon, bah, je pars en année sabbatique. Et j'ai saisi cette occasion pour essayer les mannequinats. Je commençais d'abord en Espagne, mais après, j'étais beaucoup au Japon, beaucoup au Japon. J'étais beaucoup, un peu dans tous les pays de l'Europe. Et puis, bah, je voulais donc percer en tant que mannequin dans les défilés, dans les magazines. Et je savais que moi, au départ, ça allait être très difficile, que j'étais une personne méconnue et que pour faire ma place, il fallait vraiment que je rame, quoi. Et donc, j'étais très disciplinée parce que j'avais envie de ça. Donc, j'ai mis dans ma tête, j'étais disciplinée avec mon alimentation, avec voilà, mon alimentation, quand je dormais, avec mon corps, avec les clients. Je montrais toujours ma personnalité à ces clients-là pour qu'ils aient de l'intérêt envers moi. Donc voilà, il y a tellement de techniques. Et puis, je me suis dit que mon objectif, c'était d'arriver à Paris à la fin de l'année. Donc, je me suis dit, je vais quand même travailler pour gagner de l'argent parce que je sais que quand je vais arriver à Paris, ça va être difficile. Je ne vais pas réussir tout de suite. Et du coup, à la fin de l'année, quand j'arrive à Milan,
Avant d'arriver à Paris, j'étais déjà un peu fatiguée. Il faut savoir que ça n'existait pas Internet, il n'y avait pas de FaceTime, il n'y avait pas des choses comme ça. Moi, pour parler avec mes parents, c'était jeton dans la cabine téléphonique, quoi. Donc, j'étais vraiment homesick. Mon pays me manquait, mes amis me manquaient. C'est très, très, très difficile de quitter son pays où on a une famille qui vous coucoune, qui est très aimante. Et après, on va toute seule comme ça en Europe, sans connaître personne, sans avoir de... Je me communiquais par lettre avec mes parents, donc c'était assez compliqué. On est malade toute seule, donc voilà. Et j'arrive à Milan, j'étais un peu comme ça homesick et l'agence, elle me donnait pas vraiment le boulot que je voulais parce que je me suis dit, bon, c'est bon, je fais tous les pays là d'Europe, je fais beaucoup de travail qui m'a donné un peu de sous pour que je puisse avoir mes réserves pour la fin de l'année. Mais là, j'arrive à Milan, c'est quand même un pays important, c'est l'époque de la Fashion Week, je veux quand même aller voir les grands créateurs, genre Armani, je vais quand même aller voir Armani, je vais quand même aller voir tous ces clients-là qui sont importants et l'agence ne m'envoyait pas. Et donc, ces choses-là, c'est quelque chose que m'a frustrée quelque part et qui m'a laissé profondément triste parce que déjà, j'étais fragile parce que j'étais loin de ma famille, mais mon rêve ne se réalisait pas. Et le métier de mannequin, c'est un métier très difficile. C'est un métier qu'il faut être très fort dans sa tête, il faut avoir confiance en soi parce que des filles jolies, il y en a plein. Et du coup, c'est très compliqué. Voilà, on commence à se comparer, choses qu'il ne faut pas du tout. Et donc, du coup, j'ai un gros coup de tristesse, là, de mou. J'avais les cheveux qui étaient longs. Et je rencontre un pote à moi qui était mon coiffeur au Brésil, à Milan, et je vais dîner avec lui. Et là, je commence à pleurer, je suis déprimée, je vais rentrer au Brésil, je ne suis pas bonne pour être mannequin. Même ici à Milan, on m'envoie dans des endroits, ok, c'est bien, c'est des boulots sympas, mais bon, ça ne me donne pas vraiment le boulot que j'ai envie, pas les prestiges et tout ça. Il a dit, mais Christina, mais le problème, ma chérie, c'est que tu sais pourquoi tu ne bosses pas? Parce que tu es ringarde avec ces cheveux longs. Tes cheveux longs, c'est la chose la plus ringue qui puisse exister. Parce que ça ne te donne pas une identité. Ça ne te donne pas une personnalité. Tu deviens quelconque. Alors, si tu veux être mannequin, il faut que tu montes le mieux de toi. Il faut vraiment que tu aies ta personnalité. Et il m'a dit, il faut couper court. Alors, moi, je me suis dit, bon, bah, comme les Brésiliennes, moi, j'adorais mes cheveux longs, hein, comme tous les Brésiliens, hein, les nanas, les femmes brésiliennes, elles aiment ces cheveux longs. J'ai dit, tu sais, Marco, au point où nous sommes, chérie, coupons. Coupons, parce qu'après, ça pousse, tout ça peut pas être pire. Et il m'a coupé les cheveux. Et quand il m'a coupé les cheveux, mais j'ai adoré tout de suite. Je me suis vraiment trouvée dans cette coupe. J'ai adoré. Moi, j'ai dit, Marco, comment ça se fait que je n'ai pas eu cette coupe plus tôt? Tu vois, pourquoi tu m'as pas coupé plus tôt à Rio, les cheveux comme ça et tout? J'ai adoré cette coupe, je me suis retrouvée. Et vraiment, je me trouvais, voilà, avec de mon personnalité. Et puis, voilà, le lendemain, je suis allée donc faire des... Parce que je faisais mannequin cabine pour une marque très connue à Milan. Je vais à nouveau faire mes mannequins cabine, c'est-à-dire essayer des vêtements pour les mannequins, faire les défilés. Et quand j'arrive là-bas, mais Christina, tes cheveux, ils sont super. Oh là là, t'as un super look et tout. Est-ce que tu ne veux pas faire notre défilé? Alors, je n'ai même pas cru, quoi. Incroyable. Et j'ai fait le défilé de Timmy. Je n'ai même pas dit à mon agence parce que j'étais fâchée avec l'agence parce qu'ils ne faisaient pas confiance en moi, donc je me suis fâchée. Et puis le lendemain, je prends mes clics et mes claques, mes valises et je prends le train. Dans les défilés de Timmy, je rencontre la personne qui était mon modèle, qui s'appelait Betty Lago, qui n'était pas encore ma copine, qui est devenue ma meilleure copine après. Mais elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a dit, tu vas à Paris, va voir telle agence et tout ça. J'arrive, je prends le train de nuit à 6. Donc avec ma valise, j'arrive à 6h du matin à Paris. Je laisse ma valise chez elle. Je prends une douche et paf, je vais voir les agences et je commence par une première agence qu'elle m'a dit d'y aller. Cette agence m'a pris et c'est là pour la première fois que je me suis sentie un être humain respecté parce que l'agence, elle m'a très bien accueillie et ils m'ont donné les listings de tous les grands créateurs et couturiers parce que c'était l'époque de la Fashion Week. Donc je suis allée voir les Chanel, les Saint Laurent, les Dior, tout le monde. Je ne croyais même pas que j'avais un listing et les gens me traitaient vraiment comme quelqu'un avec une bonne considération. Et puis voilà, c'est là que ma carrière a déclenché parce que pour raccourcir l'histoire, j'ai dégoté genre 25 défilés
de ma première saison. Et puis voilà, ça, ma carrière. La France, c'est un pays qui m'a très bien reçue. Et je suis là en France jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un pays qui m'a porté chance. Et voilà, et après, je suis rentrée au Brésil pour Noël, mais mon agence a dit, mais tu vas et tu reviens, hein, Christina, parce qu'il y a plein de choses, il y a le elle, il y a le Marie-Claire, tout le monde veut de toi et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière a déclenché. C'est vrai que c'est exceptionnel, c'est une histoire incroyable. Tu viens de parler de la France, de Paris. On sent quand on te regarde, quand on voit, il y a souvent ce petit poste de la Tour Eiffel, quand tu passes devant le matin, tu as vraiment un amour pour cette ville qui... Ah, mais moi j'adore Paris, hein. Moi, j'aime Paris quand il pleut, j'aime bien Paris quand il fait gris, j'aime bien Paris dans la canicule, j'aime bien Paris dans toutes ses formes. Là, aujourd'hui, il fait gris, j'aime bien. J'aime bien les pays qui ont les 4 saisons. Bon, on n'a plus les 4 saisons maintenant, mais vous voyez, que je vois les fleurs qui tombent pour l'automne, le printemps. Et puis, j'aime l'excellence à la française, parce que les Français, ils ne se rendent pas compte. C'est vraiment, moi, en tant que Brésilienne, qui vient à l'époque, c'était un tiers-monde, quoi. Les Français ne se rendent pas compte. La confiture, elle est extraordinaire au supermarché. Même la confiture, elle est extraordinaire. C'était l'eau, elle est à notre goût. Tout, le chocolat, c'est les mieux. L'huile d'olive, alors, là, sans parler de l'excellence du vin, du fromage, de la nourriture et la mode. La mode, les cosmétiques, l'excellence. En fait, la bijouterie, la joaillerie, c'est vraiment un pays extraordinaire et la France, c'est un très très beau pays et je suis fière d'être à Paris. Et tu t'y sens bien maintenant. Je me sens super. Alors, je peux vous dire qu'au début, c'était compliqué parce que je ne parlais pas français. Il faut s'adapter à la culture, mais je me suis bien adaptée et ça fait déjà très 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 longtemps que je suis là. J'ai un enfant qui a presque 30 ans, j'ai une vie ici, j'ai développé des autres business après mannequin, je fais ma vie ici, quoi. Et tu retournes souvent quand même au Brésil. Bah oui, je retourne au moins une fois par an, hein. Là, je suis allée 2 fois, donc là je vais pour Noël. Voilà. Une personne, aujourd'hui, un ami vient te voir et te dit je veux aller au Brésil. Qu'est-ce que tu lui conseilles? D'abord, j'ai dit, chérie, tu ne vas pas aller au Brésil sans aller à Rio. C'est comme si on vient en France et on ne vient pas voir la Tour Eiffel. Il faut venir, et c'est comme on vient en France et on ne va pas à Paris. Il faut commencer par Rio. C'est ce que je conseille. Et après, je conseille d'aller plutôt vers le nord-est. Parce que toutes ces villes-là du nord-est, c'est paradisiaque, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est des villes, vraiment, c'est vraiment le paradis. Donc, c'est ce que je conseille. Et le foot, quand même? Ah bah oui, alors le foot... C'est vraiment foot. Comme tout le monde le dit? Quoi, au Brésil? Cette passion, cette ferveur, est-ce que c'est vraiment comme ça, quoi, le Brésil? Mais tu sais très bien, Enzo. Je sais, mais il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire aux gens. Le football, c'est la religion de tout le monde. Moi, je suis née avec le football. Mon père m'a amené presque tous les week-ends au Maracana. J'allais au Maracana avec mon frère presque tous les week-ends. Ça faisait partie de notre quotidien. Donc le foot, ce qu'on veut et qu'on ne veut pas, on aime. On apprend à aimer sans faire attention, par osmose. Le foot, c'est une religion au Brésil. On s'est arrêté tout à l'heure donc à la fin de ta carrière de mannequin. C'était quoi les prochaines étapes? Bon, alors moi, j'ai toujours été une personne qui était workaholic. Le travail, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au travail, dû à ma jeunesse, à mes parents se sont divorcés, j'étais très tôt, et ma mère m'a toujours inculqué d'être une femme indépendante. Ma mère, elle était féministe dans les années 70, donc vraiment, j'ai été vraiment inculquée que tu dois de faire tes études et travailler, gagner ta propre vie. Donc, quand j'ai fini ma carrière de mannequin, j'ai fait une pause parce que j'ai fondé ma famille. C'était important pour moi en tant que femme. Voilà, c'est important de fonder sa famille, avoir un enfant, donc toi, dont je suis fière. Et puis après, je veux me mettre au travail. Mais de quoi, comment en fait, le travail, pour moi, il fallait que ça soit dans la mode, parce que ma passion, c'est la mode.
Mais quoi dans la mode? C'est ça le problème. Et moi, je connaissais les tendances, j'ai côtoyé tous les grands couturiers, tous les grands créateurs, les magazines, les photographes. Donc, j'avais une profonde connaissance de la mode, une passion pour la mode, mais je ne me connaissais pas en business. Donc, je vous raccourcis l'histoire courte, hein, c'est-à-dire que moi, je suis allée travailler 1 an dans un bureau d'import-export pour apprendre un peu le commerce, quoi. Je me suis dit, peut-être je vais faire une création de vêtements. Et après travailler là, j'ai créé donc, du coup, je sors de ces bureaux pour apprendre. J'ai créé avec une copine à moi ma ligne d'accessoires de plage. Et donc des tongs, ça n'existait pas les Havaianas ici à l'époque, donc des tongs brodés avec des paires de rocailles. Et j'ai pas mal vendu, on a vendu pas mal, hein, Ça pas s'appelait mal. On a comment? vendu, ça s'appelait C plus C, C plus C, Claire and Christina. Et, et du coup, bah, j'ai vendu beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis, Mais en fait, je n'aimais pas le trading. Je n'aimais pas cette chose de monte la collection, tu vends et tu la commande. Machin. J'ai pas aimé ça parce qu'il n'y en avait aucun contact humain en fait. Je n'avais pas vraiment un échange humain, c'était que du business. Et puis en plus, ça me donnait vraiment mal au ventre parce que comme je faisais faire en Inde, et qu'en Inde c'était compliqué, il fallait gérer les retards des fabrications et tout ça, et que je retardais à aller voir mes clients et tout ça, ça me donnait dans un... Toi, tu étais tout petit, donc je restais avec toi à la maison, et puis le soir, je me réveillais, je restais tard, ou je me réveillais, je restais réveillée jusqu'à tard pour aller parler aux États-Unis, en Inde, tout ça, parce que donc j'étais très 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 fatiguée et j'étais pas contente avec ça. C'est là que j'ai entendu parler que ça existait le conseil en image. Et j'ai vu que ça existait aux États-Unis, j'ai vu que ça existait en Angleterre, et je me suis dit, chouette quoi. Ça, c'est quelque chose que j'aime parce qu'il y a un côté très fort humain. Et le côté humain, c'est très très fort dans ma vie aussi parce que mon père, il était un homme très humaniste, très dans la charité et tout ça. Donc ça fait partie de mon ADN, quoi, de donner, de cette côté de donner aux gens, de faire les gens heureux. Et je me suis dit, c'est la façon que je peux faire de lier mon côté mode et faire du bien aux gens et démocratiser la mode pour que tout le monde soit beau. Et mon premier livre que j'ai lancé s'appelait Toutes les femmes sont belles. C'était en 2008. Je commençais en 2002, les émissions commençaient en 2004 et mon premier livre, je l'ai lancé en 2008. Toutes les femmes sont belles. Déjà à l'époque. Donc j'ai dit, heureusement qu'aujourd'hui, donc c'est-à-dire 20 ans après, la mode elle est plus inclusive, les femmes sont, tout le monde est plus accepté, c'est justement tes indifférences qui font ta personnalité, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais moi je disais ça déjà depuis 2008. Donc moi, hein? Visionnaire. Mais oui, parce que la mode, parce que le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Si on est bien avec nous-mêmes, bah on a plus de pouvoir, on a plus de force pour le monde, pour le travail, pour les amis, pour tout ce que nous entoure. Donc si tu es la meilleure version de toi-même, bah, il y a le côté genre mauvaise version, les cheveux comment et tout, machin, négligé. Ça, c'est un cercle vicieux. Parce que plus je me vois pas jolie, pas bien avec moi-même, en tout cas, moi, hein, moi parce qu'il y a ceux qui s'en foutent, que, bon, ça va, mais pour ceux qui donnent qui veulent être bien avec soi-même, quoi, c'est sûr que si on s'en occupe de son apparence, ça travaille son intérieur. C'est déjà prouvé, il y a des tests là-dessus. Et je trouve ça formidable, quoi. Donc, par quelque chose qui paraît très superficiel, mais ce n'est pas superficiel, parce que ça travaille ton identité. C'est incroyable ce lien qu'il y a entre l'apparence et le côté et la force mentale que ça peut donner aux gens pour surmonter certaines épreuves. C'est un exemple que toi tu as pu connaître finalement quand tu t'es coupé les cheveux un petit peu finalement. Ah bah quand j'ai coupé les cheveux, c'est quelque chose vraiment c'était un turning point dans ma vie, hein. Parce que je pense que si j'avais eu mes cheveux longs, j'aurais pas eu la carrière successful avec succès que j'ai eu. Donc voilà, je travaillais mon image quoi. C'était même pas pensé. Quand je trouvais ma personnalité. Parce que mon travail, c'est trouver l'image de la personne par rapport à sa personnalité. Et si ça colle vraiment à sa personnalité, mais elle a plus de confiance en elle. Surtout aujourd'hui,
qu'on vit dans un monde de réseaux sociaux, que tout le monde regarde les autres. C'est un monde tellement qui n'est pas vrai en fait. Quand on regarde les réseaux sociaux, c'est tellement un monde et tout le monde est beau, tout le monde est parfait. Et donc les gens à la maison, ils se comparent, commencent à se comparer, commencent à vouloir être quelqu'un d'autre. Le gazon du voisin, c'est toujours plus vert que le mien, alors qu'il ne faut pas. Dans mon travail, c'est ce que j'apprends, c'est toi qui est important, c'est vraiment centré sur toi-même. On oublie ce qu'il y a autour et fais le mieux que tu peux de toi-même. Et tu verras que se concentrer dans ta vie, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Et donc aujourd'hui, moi, je veux prendre une session à ton agence. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est 1 heure? C'est plusieurs étapes? Comment ça marche? Bah, alors, ça dépend de la prestation. Il y a des prestations qui sont faites avec moi. Moi, je fais les premiers rendez-vous diagnostiques. Ou alors, il y a la prestation qui est tous c'est mes équipes. Alors, mes équipes, ce sont des gens qui travaillent avec moi depuis que j'ai commencé l'atelier. C'est des stylistes, c'est des gens qui sont dans mon équipe depuis 20 ans, qui j'ai bien appris la technique, qui savent très bien comment on fait. Vraiment, c'est des gens que j'ai vraiment complètement confiance. Et c'est un travail de haute couture. Donc, soit avec mes équipes, soit avec moi. Mais quoi qu'il arrive, le premier rendez-vous, c'est très important. Ça s'appelle un rendez-vous diagnostique, où je veux connaître la personne, voir l'impact de son image. Quand elle arrive dans un lieu comme ça, que je la connais, je veux voir, est-ce que c'est un impact positif, négatif? Est-ce qu'elle est souriante? Est-ce qu'elle est méfiante? Il y a tout ça qui compte aussi dans un diagnostic. Savoir pourquoi elle est là, quels sont les désirs, qu'est-ce qu'elle attend. Et donc, c'est une conversation assez profonde, quoi. 40 minutes, bon, on va un peu, donc ça peut pas être profond parce que ça prend pas non plus, ça dure pas non plus longtemps, mais c'est une conversation qu'on parle que de cette personne, on parle de ses objectifs et c'est à moi de comprendre ce qu'il faut faire avec elle. C'est un métier qu'il faut beaucoup d'écoute et beaucoup de psychologie parce que le but c'est de mettre tout le temps tout le monde vers le haut, jamais personne vers le bas. Donc si la personne est venue ici, c'est parce qu'elle veut améliorer. Donc c'est ce qu'on fait, c'est justement encourager la personne pour être au milieu la meilleure version d'elle-même. Et donc, une fois qu'on a fait cette réunion, que je vais expliquer comment je la vois, comment je vois sa coupe et tout ça, qu'elle est d'accord, là, après, elle va faire un deuxième rendez-vous où on va faire la prestation. Et là, c'est avec mes équipes, mes coiffeurs, les maquilleurs, le stylisme, c'est mes équipes. Mais donc voilà, là, je suis présente dans la première rendez-vous diagnostic et après, c'est mes équipes qui font. Et donc, tu disais que tu commençais ton agence en 2002. La télé en 2004, comment c'est arrivé la télé? Bah alors, de toute façon, je vais vous dire, c'est dans la vie, si on ne persévère pas, on n'arrive pas. De toute façon, c'est persévérer. La clé, c'est persévérer, c'est y croire et vraiment vouloir et y croire vraiment. Si on ne croit pas, laisse tomber. Il faut suivre un peu son instinct et il faut persévérer, il faut mettre un truc dans la tête. Et moi, ce que je voulais, c'était travailler. C'était travailler. Et quand j'ai découvert le conseil en image, je me suis dit, mais ça, c'est top, quoi. C'est le truc du futur. C'est super important. Mais il n'y en avait pas de consultantes en image à Paris, en France. Ça n'existait pas. Et la France, ils avaient beaucoup de tabous là-dessus. Parce que dans les années 2000, c'était le début d'avoir toutes ces boutiques, les Zara, les H&M et toutes ces boutiques-là. Les Mango, des boutiques accessibles à tout le monde, quoi. Et donc, je pouvais utiliser la mode pour habiller les gens, sauf que les gens, ils se disent, mais non, mais mon image, mais je suis bien, je me sens bien, oh là là. Il y a eu beaucoup de tabous. Ça, c'est... Moi, j'adore la France, mais bon, les Français, ils ont un côté un peu réticent au départ, des choses au départ, c'est un peu compliqué. Jusqu'à qu'ils ça rentre dans le mœurs, c'est compliqué. Et moi, j'ai persévéré. Je dis, je sais que ça va être un métier, que ça va être dans le futur. Je suis sûre. Et ça existait même pas Instagram, hein. Même pas Facebook, hein, pour te dire. Et je savais que le truc avait... C'est pas possible parce que ça existait que chez les politiciens. Les politiciens, ils utilisaient des agences de communication pour travailler leur image. Mais les grands publics, ça n'existait pas. Et là, on était en train de démocratiser l'image de tout le monde. Donc voilà, j'ai commencé déjà à faire mon site internet. Bon, d'abord, j'ai beaucoup étudié sur le sujet, hein. J'ai créé ma propre technique de colorimétrie, de morphologie, voilà, j'ai vu un peu comment ça se faisait à l'étranger.
Ensuite, j'ai commencé à m'entraîner avec mes copines, avec mes connaissances. Ma mère elle travaillait à l'ambassade du Brésil. Ensuite, j'ai créé une équipe je trouvais un coiffeur, un maquilleur. Non, juste un coiffeur parce que moi, au départ, c'est moi-même qui faisais le maquillage chez les clientes. Moi, je les expliquais à maquiller. C'est comme ça. Au début, on touche à tout. Hein. Ah ouais. On touche à tout. Moi, je me connais bien en maquillage. Hein. C'est pour ça que Magnifique est là aujourd'hui. Hein. Moi, j'adore les maquillages. Hein. Et on va en reparler. Et du coup, je faisais tout avec la cliente. J'expliquais la façon de s'habiller, la morphologie, la colorimétrie, comment marcher, tout un côté psychologique. La seule chose que je ne faisais pas, c'était la coiffure. Et voilà, je commençais après à chercher des marchés, aller aux ambassades. Ma mère travaillait à l'ambassade, donc j'avais des contacts avec des ambassades. Je commençais, il y avait un annuaire de consultante en image, de stylisme et tout. Je me suis inscrite dans l'annuaire. C'est comme ça, c'est en persévérant, de bouche à l'oreille, qu'est-ce qu'il y a dans le marché, chercher. J'ai fait mon site internet. Du coup, avec mon site internet, les gens commencent à me contacter un peu. Et c'est par le biais de mon site internet que M6 m'a contacté parce qu'il faisait donc une émission sur le relooking parce que ça commençait à se parler mais c'était pas du tout dans les mœurs. Les gens ne faisaient pas appel à du relooking et ont venu la première émission, c'était 5 consultantes en image. Donc il n'y en avait pas de consultantes en image, il y avait des stylistes, il n'y avait que moi en consultante en image vraiment parce que être styliste, ça ne veut pas dire que tu es consultante en image. Une consultante en image doit être styliste, mais les stylistes n'est pas l'inverse. Voilà. Et ils sont venus faire genre un casting, ils sont venus avec la caméra, commencer à me filmer, nanana. Moi, bon, pas de problème, j'étais mannequin, mais la caméra, il n'y a pas de souci. Je commence à parler de mon travail, tout ça. Ils m'ont jamais téléphoné pour cette émission, ils m'ont jamais donné de nouvelles. Et après, je me suis dit, mais tu sais quoi, Christina, c'est comme ça, c'est comme mannequin. Quand ils veulent de toi, ils viennent tout de suite. S'ils ne veulent pas, ils vont même pas téléphoner pour dire... tu n'as pas été retenu. Je connais le milieu. Et je suis ma vie, je suis en train de suivre ma vie, mon site, mon machin, mon truc. Et puis un beau jour, un mois et demi après, la boîte des prods m'appelle. Bon, écoute, voilà, le tournage, c'est la semaine prochaine, machin. Mais je dis, de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles de tournage? De quoi? Je ne suis pas au courant. Et bon, pour raccourcir l'histoire, j'étais repêchée. Ils ne m'ont pas choisi à cause de mon accent. C'est dingue. Ah, ils n'ont pas choisi à cause de mon accent. Et après, une des stylistes se sont désistées. Elle est désistée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle avait un empêchement. Et ils sont allés tous dans les rushs pour aller chercher. Il y avait une nouvelle directrice en chef, une nouvelle directrice en chef de l'émission. Qu'elle va dans les rushs, mais il y a cette fille-là, mais pourquoi on ne prend pas, elle est formidable et tout. Ils ont dit, ouais, son accent et tout. Mais c'est justement son accent que c'est bien et tout. Donc, mon accent, c'est aussi ma différence. Ta force. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai été repêchée et j'ai commencé avec ma première émission qui s'appelait J'ai décidé de changer de look. Et après, c'était Nouveau look, nouvelle vie. Et puis voilà, ma carrière entamée. Et ça m'a beaucoup aidé pour... c'est une nouvelle carrière qui s'est lancée, donc un nouveau métier. Aujourd'hui, il y a des écoles de consultante en image, donc je suis fière que ça existe maintenant. Et voilà, ça a lancé les trucs, et ça a lancé mon business, mon agence, et j'ai écrit des livres sur les sujets, donc 7 livres en tout. Le premier, Toutes les femmes sont belles. Et le dernier que j'ai écrit, c'était Be Yourself, justement, sois toi-même. C'est un livre que j'ai écrit pour les millennials. Et voilà, donc voilà, je continue la carrière, voilà. Et du coup, c'est une aventure extraordinaire qui t'arrive et qui continue encore. Ça fait, ça fait 19 ans maintenant que tu es à la télé? Non, mais attends, dans la vie, il faut savoir se réinventer. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais mannequin. Donc, je peux me réinventer dans toute la mode, mais dans consultante en image. La télé, elle est venue donc, en conséquence de ça. C'était après être consultante en image. Je suis là jusqu'aujourd'hui, mais la vie continue. Je viens de lancer ma ligne de maquillage, par exemple. Je me lance dans le business pur et dur, vraiment. Et que c'est quelque chose que j'aime bien les business, j'aime bien l'entrepreneuriat. Et surtout avec quelque chose qui c'est une passion à moi, que c'est le maquillage.
Et ça fait partie de la continuation de la vie. Parce que moi, la télé, à un moment donné, je ne sais pas si je vais faire de la télé toute la vie. J'attends pas que ça. J'attends pas ma vie, c'est pas la télé. Ma vie, c'est pas mes objectifs. J'ai de la chance d'y faire. Je m'amuse beaucoup avec beaucoup d'émissions que j'adore et ça me fait plaisir de donner conseils. Mais la vie continue et me lancer dans quelque chose de nouveau, ça me donne vraiment du gaz, quoi. Donc, le but dans la vie, pour moi, c'est qu'il faut toujours se donner des objectifs parce que c'est comme ça que ça fait vivre, qu'on avance, qu'on a de nouveaux challenges, de nouveaux rêves. C'est important de rêver, c'est important d'aller envers ses rêves. Et voilà, et le maquillage, c'est quelque chose de complètement nouveau. Quand je rentrais dedans, j'ai commencé d'une page blanche pendant le Covid. J'en avais aucune idée. Et j'apprends énormément avec mon associé, et pas à pas, petit à petit. Donc je suis fière, quoi. Bon, maintenant, j'espère que ça va marcher, mais je me donne à fond sur ce nouveau challenge. C'est un accomplissement pour toi d'avoir ta marque? Ah oui, c'est un accomplissement pour moi. Hein. Ça veut dire que, voilà, c'est quelque chose qui dépend que de moi. Bon, maintenant, ça dépend aussi si les gens vont aimer, mais c'est vraiment lancer une marque avec ceux que... J'ai tellement vu de femmes et des hommes passer devant moi, que ça soit pour mes émissions télé, dans mes livres, et c'est dans mon agence. J'ai tellement vu que je sais exactement ce que les femmes cherchent. C'est que les hommes, alors les hommes, ils veulent que ça soit efficace, bien sûr, donc c'est un peu d'anti-cerne pour donner bonne mine, mais les femmes, elles me disent toutes, mais Christina, je n'ai pas le temps de rester 1 heure devant le miroir pour donner des couches de maquillage. Je veux un truc efficace. Et c'est ça que j'ai lancé. C'était un maquillage pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les carnations, pour toutes les femmes sont belles, quoi. Et un maquillage facile à appliquer, un maquillage qui en même temps apporte du soin avec des ingrédients brésiliens, parce que je voulais mettre mon côté brésilien dans ce maquillage-là. Et un maquillage que les femmes, elles peuvent se maquiller en 15 minutes top chrono. Et il y a tous les coachings sur les sites internet, c'est-à-dire que comme je fais à la télé et dans mon agence et dans mes bouquins de coacher des gens pour les sites vestimentaires, mais la partie mise en beauté, c'est très important dans toutes mes émissions, dans tout ce que j'ai fait dans mon livre ici. Et cette partie de mise en beauté, c'est ce que je suis en train de développer. Mais dans les sites de Magnifique, il y a des tutos parce que les femmes, elles vont savoir se maquiller, genre le tuto, comment se maquiller pour le week-end, tuto, j'ai mauvaise mine, comment je peux faire un teint vite fait. Donc, c'est du conseil sur les sites internet. Donc, c'est exactement ce que je fais dans la mode, mais pour le maquillage. Donc, voilà, c'est beaucoup de boulot. J'espère, je suis très contente, quoi. C'est incroyable, ça doit être incroyable et satisfaisant de voir que des personnes comme ça puissent se sentir belles grâce à des produits que tu as sortis. C'est génial. Le maquillage, alors je perche pas non plus pour nos make-up, hein. Bien sûr que ne pas se maquiller c'est aussi bien et si on a, mais voilà, on peut très bien ne pas. Moi, il y a beaucoup les week-ends par exemple, je me maquille pas. Mais c'est vrai que quand on met un peu de maquillage, quand on lève les cernes, qu'on donne un peu de bonne mine, ça change tout, hein. Et du coup, du coup, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on voit sur les réseaux sociaux que tu communiques, sur Instagram. Donc, ça, c'est tout un autre boulot à part. Hein. C'est complètement différent, on est d'accord. Mais du coup, ça m'amène à la partie, vraiment maintenant la partie Internet. C'est aussi l'idée de ce podcast aussi, de savoir comment est-ce que Internet, comment est-ce que la technologie aujourd'hui t'aide dans ton métier. Et j'ai envie de commencer par une stat, je ne sais pas si tu es au courant. Tu es suivi par plus de 5 millions de personnes, on va dire, tous réseaux sociaux confondus. Ça fait près de 70 Maracanã. Est-ce que tu sais ce que ça fait? 70 fois le Maracanã, t'imagines? Mais non! Mais c'est canon ça! Je ne me rendais pas compte! T'imagines une masterclass devant 70 Maracanã? Oh là là, j'aurais adoré, hein, une masterclass devant combien 70. 70 Maracanã? Ouais. Mais non. Mais là, tu m'apprends quelque chose. Hein. Non, mais pour avoir cette communauté derrière moi, je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé en 2009 avec ma community manager que j'adore et que c'est avec elle, Paula Barracono, et c'est avec elle qu'on a construit tout ça. Je commençais, il n'y avait pas encore Instagram, il y avait Twitter et Facebook. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail, être à l'écoute,
parler avec eux, parler avec ma communauté. C'est la façon que j'ai d'être plus en direct de la communauté. C'est la façon que j'ai de parler immédiatement avec eux. Parce que quand on fait des émissions, bah, je parle avec tout le monde, mais on n'a pas de réponse tout de suite, alors que là, sur les sites, c'est une réponse immédiate. Et je raconte aussi ma vie différemment, je montre différent mon quotidien, et c'est chouette, quoi. Ça me fait plaisir, mais c'est beaucoup de travail. T'es super proche, ça se voit, t'es super proche de ton audience, des personnes qui... Oui, on voit quand on marche dans la rue, souvent beaucoup de monde viennent te demander des photos et c'est toujours avec grand plaisir, avec un grand sourire. C'est quoi? C'est de la reconnaissance que tu as de leur part? C'est une manière pour toi de pouvoir leur dire, enfin, je suis avec vous, c'est normal finalement d'être aussi proche de son audience, mais tu peux pas le faire tous les jours non plus. ah non, je peux pas faire tous les jours parce que mais quand je sors que les gens viennent m'approcher, Ça te fait c'est quoi? une forme de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance. Moi, de toute façon, moi, depuis petite, je voulais être reconnue. J'ai des problèmes un peu peut-être avec mes parents, ma mère, quelque chose comme ça, je sais pas, c'est la psy qui va expliquer que je voudrais toujours bien faire et être reconnue. Toujours, je voulais avoir une bonne note à l'école, je voulais être reconnue, quoi. Et donc, d'arriver à ça en France, dans un pays que la langue n'est pas la mienne et que c'est pas mon pays, c'est quand même énorme. Donc, ça me fait hyper plaisir d'avoir les Français, les gens dans la rue qui viennent parler avec moi, de donner des compliments, mais Christina, mais t'as changé ma vie, mais Christina, merci pour tes conseils, mais Christina, mais c'est super et tout. Ça me fait super plaisir. Vraiment. Ça veut dire que tous mes travaux, c'est abouti et on continue. Et c'est tellement bienveillant que je peux juste avoir du sourire, quoi. C'est tellement sympa. C'est tellement. Les gens viennent tellement avec le sourire que c'est super sympathique. C'est peut-être moins sympa pour mes amis ou les gens qui sont avec moi, mais pour moi, c'est plutôt. I'm so grateful. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire, un moment qui t'a marqué lors d'une rencontre avec un de tes fans? Est-ce que tu as quelque chose comme ça tu t'es dit waouh, c'est incroyable? Ben, je sais pas, moi. Il y en a tellement. Il y a tellement. Il y a parfois quand euh, je téléphone par exemple pour Orange, que je vais parler. Bon, bah, quand il y a un problème avec ma ligne téléphonique. Mais Christina Magnifique! Les gens reconnaissent ma voix, c'est quand même incroyable! Incroyable! L'autre jour, il y avait une livraison à la maison. Et téléphone une femme, mais c'était drôle, la femme elle disait allô, Christina? C'est Christina Magnifique? Je dis oui, c'est Christina. Non, mais quand même, la nana, elle ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu. Alors, Christina, bon, bah, c'est Christina Magnifique. Je dis, bah oui, bah, on a un colis pour vous et tout, tout. C'est quand même drôle, ça. C'est quand même drôle, ça me fait trop plaisir. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et ça doit être quand même sympa. Ça doit être quand même sympa Bah, bien d'avoir une sûr. relation comme ça avec une audience parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une audience bienveillante comme Mais la tienne. bien sûr, ça me fait très, très, très plaisir. Je suis hyper remerciée, hyper reconnaissante. Je pouvais même pas imaginer que la petite fille qui vient de Rio, un jour puisse arriver en France et faire ce que j'ai fait. Donc, vraiment, je suis hyper heureuse de la vie que j'ai et heureuse de pouvoir que les gens ont le sourire quand ils me voient. Les gens, c'est exactement ça que je voulais en fait. Moi, je voulais parler de la mode et donner le sourire aux gens et donner confiance en eux. Et les gens viennent parler avec moi avec cette confiance-là et ça me fait très plaisir. Ça veut dire que bon, je réussis un peu quand même. Donc du coup, tu parles depuis tout à l'heure, quand on t'écoute, tu parles beaucoup de transmission. Tu as ton savoir-faire et tu veux transmettre. Tu veux que les gens puissent se sentir mieux une fois que tu leur as transmis ton savoir-faire de par ton expérience. Ouais. Euh, Il y a certaines personnes, là, depuis, ça fait 2 ans maintenant, qui ont eu la chance de participer à une masterclass aussi. On peut participer à une masterclass en visio avec toi. Tu fais des coachings aussi en ligne, en visio, pour donner la chance à tout le monde finalement, pas que les personnes qui habitent à Paris, parce que Bien sûr, si on n'est pas dans ce périmètre-là, ça risque d'être compliqué. bien Et sûr. maintenant, tu le fais en visio. C'est quoi? C'est une opportunité pour toi de pouvoir donner
transmettre tout ça dans toute la France? Ah, mais Non. bien sûr, d'ailleurs, je veux développer de plus en plus avec WeSkill, de plus en plus, parce que c'est le moyen de parler avec mon audience. Et heureusement, après les Covid, les gens prennent plus l'habitude de faire des zooms, de choses comme ça. Donc, les gens sont plus ouverts à les milieux donc, de visio. Et je vais de plus en plus développer ça pour parler avec mon plus large audience, plutôt que les gens viennent ici et me parler et tout ça. Et maintenant, on a la chance de pouvoir parler avec toi, échanger avec toi et apprendre en visio. Maintenant que tu proposes aussi des offres donc sur WooSkill, sur la plateforme, il y a la partie masterclass dont on va parler juste après. Et on peut aussi retrouver donc, des prestations de ton agence. Explique-nous un petit peu ce que tu proposes sur WooSkill. Alors, pour l'instant, chez WooSkill, je propose des prestations avec mes équipes. Et la personne, elle peut avoir une visio, apprendre sa morphologie et son style vestimentaire, les basiques de sa morphologie et harmonie des couleurs. C'est ce qu'on fait en visio avec mes équipes. Mais ce que je suis en train de développer avec vous, et ce qui m'intéresse aussi beaucoup aussi, c'est que de moi donner des masterclass et parler sur des sujets divers. Et ça sera la tendance de la mode, ou alors le look pour aller travailler, ou les couleurs. Bon, enfin bref, il y a tellement de sujets. Et je voudrais faire un visio pour un grand nombre de gens. Et ça serait formidable, parce qu'il faut démocratiser ça. Heureusement qu'après le Covid, les gens ils sont plus habitués à faire des réunions visio. Donc, ça va être beaucoup mieux pour moi utiliser la plateforme WeSkill pour parler avec toute ma communauté. Et à part ça, il y a mes équipes qui donnent de cours, quoi, de prestations pour apprendre la morphologie et les styles vestimentaires et la colorimétrie. Donc, il y a deux choses, avec moi et avec mes équipes. Et donc la masterclass, on aura peut-être la chance de te voir dans les prochaines semaines sur WooSkill en train de donner une masterclass. Avec plaisir. Super, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Enzo. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Christina Cordula et de suivre aussi notre podcast pour connaître notre prochain invité. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour connaître le prochain invité. Salut!